des questions. Alors, bonjour à tous, je remercie tout d'abord votre collectif d'avoir organisé cette réunion et ce moment d'échange. C'est vrai qu'une élection municipale, ce qui est passionnant, c'est que ça permet comme ça d'avoir des moments privilégiés, pouvoir échanger sur la façon dont notre ville fonctionne et d'avoir des échanges avec ses habitants. C'est ça qui fait la richesse des campagnes, c'est toutes ces rencontres et tous ces moments d'échange que l'on peut avoir. Alors, j'attaque la liste des questions. 40 minutes, ça... c'est pour vous, ça va être dur à supporter, parce que moi je peux parler des heures sur Perpignan, 40 minutes c'est pas un problème, mais on va essayer quand même d'être concis sur les réponses et claires. Alors, première question que vous avez souhaité aborder, c'est le vivre ensemble dans nos quartiers. Donc, vous êtes reparti des événements et des tensions qui existent dans les quartiers. Incivilité et violence font partie du quotidien dans notre quartier. Nous souhaitons qu'un véritable plan concerté avec les habitants soit établi pour lutter à deux niveaux. Moyens de lutte directs contre la délinquance et les incivilités et les moyens ambitieux de prévention. Donc, moi j'ai retenu trois éléments forts dans cette question. Le premier élément fort, c'est l'idée de concertation et de dialogue avec les habitants. Parce que finalement, au quotidien, qui c'est qui connaît le plus les problèmes, qui est le plus confronté à ces incivilités et à ces violences, ce sont les habitants. Et dans notre programme, alors le programme, vous pourrez le prendre en partant, hein, nous avons démarré, pour élaborer ce programme, on a commencé par faire un questionnaire que l'on a posé à l'ensemble des habitants perpignanais. Alors pas tout le monde, peut-être vous n'avez pas été directement interrogés, mais nous sommes allés à la sortie des écoles, à la sortie des bureaux de vote, de façon à interroger tout le monde. Et je me souviens d'une matinée notamment que nous avons fait à la sortie de l'école Pont-Neuf pour voir quelles étaient leurs préoccupations. Et on a été dans tous les bureaux de vote. Et c'est vrai que pour cette raison, il y a un point que nous avons mis en première position dans notre projet, c'est un point sur la démocratie et la façon de rendre notre ville plus citoyenne. Voilà, parce que ce qui nous est vite apparu, et ça a été le cas aussi quand j'ai rencontré le conseil citoyen de votre quartier, c'est qu'il y a un manque d'écoute à Perpignan, c'est que les habitants font remonter un certain nombre de problèmes, mais ils ne sont pas suffisamment entendus. Donc, nous avons souhaité dans notre programme intensifier la qualité de l'écoute entre les habitants et les élus dans notre ville, parce que c'est seulement avec une qualité d'écoute et d'attention l'un vis-à-vis de l'autre qu'on y arrivera à trouver les solutions qui sont les plus adaptées à chaque quartier. Votre quartier, il ne fonctionne pas comme Vernay-Salan, il ne fonctionne pas contre Porte d'Espagne ou comme Saint-Assis. Et donc les problèmes, ils sont très particuliers et différents selon les quartiers. Donc ça, c'est une nécessité, premier point, d'écouter. Deuxième point, vous parlez de sécurité. Bon, la sécurité, il y a plusieurs étages à la fusée. Le premier étage, c'est un problème national, c'est-à-dire qu'il faut des forces de police, et c'est vrai que dans ce quartier, la fermeture du commissariat, ça a été un premier signe négatif de la diminution des pouvoirs publics dans ce quartier. Voilà. Donc il y a un premier étage de la fusée, c'est les pouvoirs de la police nationale. Mais vous allez me dire, vous n'êtes pas présidente de la République, ou en tout cas, c'est pas vous qui allez avoir la capacité à faire ça, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut d'autres étages de la fusée. Le deuxième étage de la fusée, c'est la police de proximité. Voilà. Aujourd'hui, on a une police municipale à Perpignan. Au dire de Monsieur le maire, c'est la plus importante de France. Et pourtant, on ne la voit jamais dans tous les quartiers. Elle n'est pas présente. Voilà. Donc, deuxième étage de notre fusée, c'est mettre en place une véritable police municipale de proximité. Alors, dans la salle, vous avez un de mes coéquipiers, Aïssa Asba, qui
vient se manifester, voilà, qui est brigadier honoraire de la police nationale et qui a fait sa carrière avec notamment cette idée de police de proximité. Quelle est l'idée de la police de proximité? C'est que les habitants aient une police identifiable et identifiée, qu'ils connaissent, qu'ils peuvent saisir, avec laquelle ils vont pouvoir interagir. On revient à cette notion d'écoute, qui soit présente et visible dans les quartiers. C'est très important, c'est-à-dire qu'il faut que les habitants comprennent que la police, c'est pas leur ennemi, mais que la police, elle est là pour assurer leur sécurité. Or, aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que cette police municipale, on ne sait pas vraiment d'où elle vient, comment elle fonctionne. Quand elle débarque, c'est qu'il y a un drame comme à l'école du Rouy. Mais sinon, le reste du temps, on est confronté à ces problèmes tout seul dans les quartiers et on n'a pas de lien de proximité avec cette police municipale. Toujours dans les tâches de proximité, les écoles par exemple, pour sécuriser les entrées et les sorties d'écoles et les écoles. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des policiers municipaux armés de pied à la tête pour avoir une action de sécurisation. Il s'agit d'avoir de la présence humaine d'agents municipaux dans les quartiers. Voilà. Donc la police et la police de proximité, c'est pas forcément toujours une police en uniforme, armée. Voilà, ça peut être de la présence humaine, d'agents municipaux et par exemple d'éducateurs. Voilà, de référents sociaux. La proximité, ce n'est pas que la police, c'est un étage qui inclut tout un tas de fonctions différentes, mais de présence de services publics, de services de la municipalité dans les quartiers. Enfin, dernier étage de cette fusée, c'est la prévention. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Perpignan quand un jeune... J'ai une maman l'autre jour qui m'a dit « Mon fils a été pris, il conduisait sans permis. » Il conduisait sans permis, il a pris une peine de prison, il s'est retrouvé 1 mois à la prison de Perpignan. Très sincèrement, pour avoir un jour dans ma vie été invité à l'invitation d'une association pour visiter la prison de Perpignan, je ne souhaite à aucun gamin d'avoir à y faire un séjour même d'1 mois. Et on ne peut pas imaginer 2 minutes qu'un enfant, un jeune, un adulte qui fasse un séjour d'1 mois pour une conduite sans permis à la prison de Perpignan puisse ressortir meilleur qu'il n'est rentré, tellement les conditions de détention sont insupportables. Donc voilà, donc par rapport à ce type d'action, qu'est-ce qu'il faut? Nous, on a parlé de tolérance zéro. Ça veut dire quoi, tolérance zéro? Bien sûr qu'on ne peut pas conduire sans permis. Bien sûr qu'il n'est pas autorisé de faire le guet en bas de tour pour prévenir les dealers du quartier. Bien sûr que... Donc on n'est pas prêt à tolérer... On n'a pas le droit de taguer sur les murs. On n'a pas... Enfin, voilà, tolérance zéro, ça veut dire qu'il y a une loi, elle s'applique à tous, elle est valable pour tous. Mais ça ne veut pas dire derrière, il faut avoir un geste éducatif. Ça veut dire que ce gamin qui est pris en conduisant sans permis, c'est certainement pas en le mettant en prison pendant 1 mois qui va après avoir une conduite différente. Ça veut dire que la ville de Perpignan doit développer des travaux d'intérêt généraux pour accompagner et avoir un geste éducatif par rapport à ce type de problème. C'est exactement la même chose pour tout un tas de petites délinquances du quotidien. Mais pour faire ça, qu'est-ce que ça nécessite? Ça nécessite un accompagnement, ça nécessite des moyens humains, ça nécessite du personnel formé, ça nécessite des moyens qui soient mis au service de l'éducation et de cette prise en charge de la petite délinquance au quotidien qui pourrit la vie des habitants. Voilà. Donc voilà notre fusée à 3 étages. J'espère que j'ai été claire sur cette première question de la sécurité et des violences. Mais en gros, il y a un problème national. Donc il faut être un maire qui demande à l'État des moyens nationaux. Aujourd'hui, on a 2 députés. Un qui est avec le gouvernement, un qui est dans l'opposition. Romain Gros, qui est à La République En Marche, et Louis Alliot, qui est dans l'opposition. Ni l'un ni l'autre n'ont été capables de nous obtenir l'augmentation des moyens de la police nationale.
Comment voulez-vous que si en tant que députés, alors que c'est leur boulot tous les jours à l'Assemblée nationale, qu'ils sont indemnisés pour ça, qu'ils ont 3 attachés parlementaires pour le faire, ils ne l'obtiennent pas, comment voulez-vous qu'en tant que maire, ils obtiennent plus que ce qu'ils ne sont pas capables d'avoir en tant que députés? Donc voilà. Donc ne vous trompez pas, chacun son boulot. Quand on est député, c'est pour obtenir des moyens de l'État. Si on n'est pas capable de les obtenir en tant que député, on ne les obtiendra pas en tant que maire. Par contre, moi, je vous promets une chose, c'est qu'en tant que maire, il n'y aura pas une journée où j'arrêterai de demander au préfet, à l'État, au président, au ministre de faire ce qu'il doit faire pour l'ensemble des quartiers de Perpignan. Parce qu'aujourd'hui, on a des manques. Maintenant, une fois qu'on sait qu'on a des manques, on met en place la politique qu'il faut pour combler ces manques. Et cette politique, elle est possible. Voilà. Donc, proximité et prévention. Voilà, ça, c'est les 2 lignes impératives à Perpignan. Hop, et vous me dites si je peux... je ne calibre pas par question. La famille et la jeunesse. Donc, quand j'ai rencontré le Conseil citoyen, j'ai été frappée par un chiffre. C'est le nombre de jeunes entre 16 et 24 ans qui n'ont aucun projet ici dans ce quartier. Aucun projet, c'est-à-dire qu'ils ont quitté l'école et derrière, il ne se passe rien pour eux, ils n'ont pas de travail, pas de formation, pas d'études, etc. C'est pas possible que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que cette jeunesse sans projet, c'est la même qui, en gros, dérive petit à petit vers la délinquance. C'est-à-dire que malheureusement, l'un alimente l'autre. C'est-à-dire des jeunes sans projet, des jeunes qui quittent l'école, des jeunes qui n'ont rien à faire de leur journée. Ce sont des jeunes qui, à un moment ou à un autre, ont plus de risques que les autres de mal tourner parce que le désœuvrement, ça conduit à faire des conneries. Voilà, chez tout le monde. Donc, il y a un moment, il faut proposer quelque chose à la jeunesse de Perpignan. Alors, vous savez que moi, j'ai été pendant 20 ans enseignante. J'ai formé des jeunes de BTS. Il y a plusieurs problèmes ici à Perpignan. Déjà, il y a un problème au niveau de la formation elle-même, des écoles. Voilà. Dès l'école, il faut absolument que la ville mette des moyens importants de façon à ce que les jeunes obtiennent un maximum, une formation de qualité, que les écoles de Perpignan elles soient reconnues comme des écoles exceptionnelles. Donc aujourd'hui, au niveau de l'école maternelle primaire, la ville ne met pas assez d'efforts et ne met pas assez de moyens financiers et humains pour faire que ces écoles soient une garantie de réussite pour les parents. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ensuite, il y a tout ce qui est formation après, collège, lycée, apprentissage, etc. Voilà. Donc la ville, elle n'est pas en charge des collèges et des lycées, mais elle travaille avec le département et avec la région, et elle a moyen d'aider. Alors je vais vous donner des petits exemples. Par exemple, quand les jeunes ont des stages de 3e à faire. Stage de 3e, pour certains collèges et dans certains quartiers, c'est une difficulté pour avoir des stages de 3e de qualité. Et pourtant, ça permet aux jeunes de pouvoir s'orienter, de pouvoir avoir des parcours professionnels identifiés. Les jeunes qui partent en formation professionnelle. Aujourd'hui, vous avez un centre de formation à Rivesaltes où, dans certaines filières, ils ne trouvent pas d'apprentis. Pourtant, vous avez ici, dans vos quartiers, des centaines de jeunes qui sont sans objectif professionnel parce qu'il n'y a pas de lien qui est fait entre ces demandes d'apprentis au niveau des CFA et les jeunes dans les quartiers. Et puis que c'est extrêmement compliqué. Un jeune qui ne sait pas comment se diriger, pour lui, faire les démarches administratives, prendre contact, trouver des entreprises. Alors vous allez me dire, il est pris en charge par la maison, voilà. La mission locale jeune, qui est à la gare. Pour certains jeunes, venir d'ici pour aller à la gare pour faire des démarches, c'est déjà trop compliqué. Il faut aller les chercher dans les quartiers, là où ils sont, les identifier, les prendre en charge. Je suis mère de 3 enfants. Je sais ce que c'est qu'un enfant qui face à les difficultés d'orientation. Moi, je sais que j'accompagne, je vais vérifier
qu'il est bien rempli tel ou tel quartier. Dans certaines familles, les parents travaillent ou ne savent pas, ou ont des difficultés, et les jeunes, comme ça, ils sont livrés à eux-mêmes. S'il n'y a pas d'éducateur, d'encadrement social, et si la mairie ne fait pas ce travail-là, la mairie, après, elle récupère les problèmes qui résultent de ces situations-là. Donc c'est impératif de prendre en charge cette dimension-là. Alors la formation, c'est important, mais après, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a toutes les activités culturelles, sportives, il y a tout ce que l'on peut faire quand on est jeune pour ouvrir son esprit et aller ailleurs. Tout ça, aujourd'hui, dans les quartiers, c'est réduit à la promotion congrue. Il y a des clubs sportifs, mais pas pour tous, dans tous les domaines. Voilà, il y a des manques d'activités culturelles. Parce que la culture, ça enrichit et ça permet aux jeunes de découvrir d'autres espaces. Voilà. Donc c'est ce qu'on a appelé dans notre programme une ville plus juste. Il n'y a pas de raison qu'au Moulin à Vent, on ait un parc des sports, on ait une bibliothèque, on ait une université, etc. Et qu'au Vernet, pour aller faire du sport, si on ne fait pas du foot, ou voilà, si on veut faire de la danse ou du judo, on soit obligé de traverser la ville. Voilà. Donc il y a des quartiers où il n'y a rien. Il y a des quartiers où il y a des choses. Il faut rééquilibrer la ville, redonner des infrastructures, parce que notre jeunesse, elle a le droit de trouver aussi des projets dans tous les quartiers de Perpignan et pas avoir besoin de traverser la ville pour trouver un accompagnement ou une activité sportive ou culturelle. Voilà. Donc après, sur la famille et la jeunesse, les places en crèche, effectivement, il n'y en a pas assez. Alors je passe sur des petits détails. La cantine, il est anormal que les cantines des écoles de Perpignan ne soient accessibles pour les familles des deux parents qui travaillent ou des parents qui travaillent. Et comment voulez-vous que des parents cherchent de l'emploi quand ils doivent récupérer leurs enfants ou ne serait-ce qu'ils vivent leur vie? Il n'y a pas de raison, c'est de la discrimination. Voilà, c'est une question que j'avais dénoncée à l'époque en conseil municipal quand j'étais dans l'opposition. C'est toujours vrai aujourd'hui à Perpignan. On a des cantines de mauvaise qualité, on a des cantines qui sont insuffisantes et on a des cantines qui sont discriminantes pour les parents qui ne travaillent pas. Sans compter des places en crèche, un accompagnement là. Et après, il y a tout ce qui est accompagnement des associations. On est quand même la seule ville de France ou de Navarre, enfin j'exagère peut-être, mais qui ait supprimé le forum des associations en début d'année. Comme ça, c'est très bien. Si on veut contacter des associations, on n'a pas. Alors que c'était un moment où les parents, justement, les jeunes, les familles, pouvaient découvrir quelles sont les activités à disposition. Voilà, donc on remettra le forum des associations et on accompagnera les associations. On l'a mis dans notre projet aussi. On accompagnera les associations sur des projets pluriannuels. C'est-à-dire que les associations qui construisent, qu'elles soient sportives, culturelles, enfin dans tous les domaines, qui construisent un projet, elles ont besoin d'avoir de la visibilité et donc de construire peut-être sur 3 ans et pas sur un an. Oui. Je vais revenir sur les places en crèche. Oui. L'an dernier, il y a 55 enfants qui sont en liste d'attente. Donc, une question complètement. Demain, l'univers, qu'allez-vous faire? Ça, c'est la question. Donc on a 200 places en crèche supplémentaires à Perpignan qui, au moins, qui doivent être créées. Voilà, 200 places en crèche. 55 sur le campus, donc voilà, et après il y a une question de répartition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a par exemple, il y en a, comment ça s'appelle, des Noyers, Moulin à Vent, enfin il y a une répartition pareille, c'est un peu comme pour les bibliothèques ou tout, qui est inégalitaire. Au Vernet, il y a une crèche à l'hôpital, enfin il y a un certain nombre de lieux, mais il n'y en a pas suffisamment. C'est comme pour les cantines, il y a une insuffisance de places en crèche, sachant que il y a quand même des projets dans les cartons. Ça rejoint la question suivante, la question de l'emploi, parce que moi j'ai rencontré notamment des femmes qui avaient la volonté d'ouvrir des crèches familiales et qui n'ont pas pu parce qu'elles n'ont pas obtenu le soutien de la collectivité. Alors la crèche, c'est l'agrément, c'est le conseil départemental, hein. Mais la mairie, là où elle est porteuse de projet, c'est qu'il peut y avoir des crèches municipales. Il peut y avoir aussi des crèches associatives ou d'entreprises. Et la mairie, bien souvent, est celle qui initie les projets. Donc il y a eu des beaux projets qui ont été initiés grâce à des entreprises dernièrement, notamment à Saint-Charles ou à l'hôpital, hein, puisque l'hôpital, même si c'est public, c'est un fonctionnement... il
liées à l'entreprise, mais la mairie jusqu'à maintenant a favorisé uniquement des structures privées pour la création de crèches. Donc voilà, donc il faut rééquilibrer la présence municipale dans tous les quartiers, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut une répartition des crèches dans tous les quartiers de Perpignan. Même à l'hôpital de Perpignan, je trouve qu'il est très au niveau de comme à l'hôpital, vraiment on est loin. Par rapport, tout à fait. Par rapport aux États. Ah oui, oui. Ici, c'est pas un hôpital. Non. Vraiment, les infirmières et tout ça. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais on peut en reparler tout à l'heure. Mais effectivement, vous voulez dire géographiquement que l'hôpital est loin? Non, c'est pas loin. C'est quand on est à l'hôpital, tu pars en urgence, tu restes toute la journée, toute la nuit. Et ça m'entraîne à la fin, même les infirmières ils disent qu'il y a tout le monde. Il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez... Ah, vous voulez dire sur l'hôpital? Ah, on pourra revenir sur le sujet de l'hôpital à la fin. D'accord. Je suis d'accord. L'emploi. Donc aujourd'hui, la situation de l'emploi à Perpignan, c'est catastrophique. On a eu les chiffres dernièrement. On est, alors qu'en France, on est en train d'avoir un taux de chômage qui baisse tous les mois. Certains départements, on est à 5% de chômage. Une moyenne nationale qui tourne autour de 8. Ici, à Perpignan, on a 23% de chômage. Donc, c'est colossal. Alors, ça n'étonne personne, parce qu'on le vit au quotidien. Tout le monde autour de soi connaît des gens qui sont en difficulté d'emploi. Mais, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas normal. Voilà. J'entendais ce matin, au poste, on parle beaucoup des municipales, et on parle beaucoup des municipales à Paris. Et au poste à Paris, il parlait de la propreté, préoccupation des Parisiens. Et alors, il y avait une élue qui disait « Ah, mais les Parisiens sont sales ». Alors ça m'a rappelé, parce qu'ici à Perpignan, un des arguments de Jean-Marc Pujol, c'est toujours de dire « Ah, les Perpignanais sont sales ». Non, les Parisiens ne sont pas devenus plus sales maintenant qu'il y a 20 ans, et les Perpignanais ne sont pas plus sales que les Montpelliérains, les Toulousains ou ailleurs. Non, on dit ça, ce type d'argument, on l'utilise quand on n'a pas... quand on n'est pas efficace, quand on n'a pas d'argument de remettre ça sur la faute des Perpignanais. Voilà, les Perpignanais ne sont pas plus sales et ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Il n'y a pas de raison qu'on ait un taux de chômage à 23% ici, quand on est à 7 ou 8% ailleurs. La seule raison évidente, c'est que rien n'a été fait pour développer l'activité économique ici. Voilà. Alors, quand j'ai rencontré le Conseil citoyen, ils m'ont parlé par exemple d'un projet qui avait été lancé, dont vous avez sans doute entendu, autour du ramassage du pain. Voilà. Projet d'économie sociale et solidaire. C'est un projet qui, dans certaines villes, a été mené et donne du travail à plus d'une 50aine de personnes. Ici, il a été arrêté pour des détails budgétaires. Quand je dis des détails, c'est-à-dire des budgets qui sont de moins de 20 000 €. 20 000 €, c'est absolument rien à l'échelle d'une ville comme Perpignan. Le budget de la ville de Perpignan, il est de plus de 200 millions d'euros. Donc, je ne sais pas si vous voyez, 20 000 €, c'est une goutte d'eau. Donc, arrêter un projet qui, à terme, pourrait donner du travail à plus de 50 personnes parce qu'on ne veut pas mettre 20 000 € d'argent public dedans, c'est une aberration. Ça relève du contresens absolu. Voilà. Donc, en matière d'emploi, il y a plein de sources d'emploi à Perpignan. Je peux vous en citer quelques-unes. On vient de parler de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi c'est intéressant l'économie sociale et solidaire? Parce que c'est une économie de proximité. Ce projet pour le pain, l'objectif c'était d'avoir du travail dans le quartier, le travail des gens du quartier, avec des gens que petit à petit on aurait formés, mais c'est un projet qui ne nécessitait pas, dans un premier temps, des qualifications particulières, mais une volonté et une capacité des quartiers. En économie sociale et solidaire, et dans le domaine de tout ce qui est écologique, récupération, recyclage, etc., des projets, il y en a des possibilités infinies. Aujourd'hui, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de coups de pouce de la collectivité, c'est-à-dire de mettre à disposition des locaux, voilà, avoir un encadrement de qualité, mais c'est ce qui est normalement dans les régies de quartier.
Voilà, d'avoir des citoyens volontaires et qui les entretiennent. Donc tout ça, c'est possible. Autre domaine très intéressant à Perpignan, c'est l'agriculture. On est une ville agricole. Dans notre département, il y a 80 000 hectares de terres agricoles qui sont en friche. Il y a des projets, il y a des gens qui auraient plaisir à travailler ces terres et en faire des projets agricoles de qualité. On parlait des cantines tout à l'heure. Dans notre programme, on dit qu'on a la volonté d'avoir des cantines avec de l'alimentation locale, si possible bio, mais avant tout locale. Il y a des villes, par exemple, vous avez une ville, Albi, dans le Tarn, qui a eu un projet autour de l'autoconsommation, c'est-à-dire comment consommer prioritairement des produits locaux. Ici, on a dans les cantines de Perpignan des produits qui viennent de partout dans le monde, alors qu'on a une agriculture qui a besoin de soutien, voilà, et qu'on pourrait la développer encore plus en ayant plus de monde dans les cantines. Voilà, donc voilà un deuxième exemple de projets qui peuvent produire de l'emploi. Troisième exemple, le BTP. Le BTP aussi, ici, les entreprises d'artisanat et les petites entreprises de BTP sont les entreprises qui produisent le plus d'emplois non délocalisables et rapidement mobilisables. Ça représente 6% de la population active. On a dans notre programme un grand projet de rénovation des logements HLM, rénovation de certains quartiers, rénovation aussi dans le privé. C'est pareil, c'est la collectivité qui doit amener des investissements pour faire travailler ces entreprises. Voilà, tout ça, ça produit de l'emploi. Le tourisme. On habite à côté d'une région riche et magnifique qui est la Catalogne. Barcelone, c'est la 9e ville européenne. Il y a des projets dans le domaine touristique qui pourraient nous permettre d'attirer du monde et de développer un emploi touristique qualifié, de long terme, pas des petits boulots pour 3 mois où on va dans un camping et on gagne le SMIC et puis on retourne au chômage à la fin de la saison. Donc moi je vous parle d'emploi. Excusez-moi, mais à Perpignan, vous avez vu ce mois de février là? Moi j'ai pas mis ma doudoune pendant un mois. Il fait un temps exceptionnel. Et on nous explique qu'ici, la saison, elle se terminerait au mois de novembre. Mais, moi, j'ai une mer belge. La saison sur la mer du Nord, elle dure toute l'année, alors qu'il fait un temps pourri, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il grêle. Et ici, il fait magnifique. Et on n'accueillerait pas de touristes en février. C'est une autre aberration. Voilà. Mais pourquoi est-ce que cette aberration, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a rien qui a été fait pour faire différemment. Voilà, former les gens, accueillir, avoir des transports qui fonctionnent, avoir des hôtels de qualité partout, avoir des animations de qualité, des spectacles, etc. Et puis, avoir des filières de jeunes qui font du tourisme, qui apprennent des langues. Vous verrez dans notre programme qu'on a un partenariat pour développer le catalan. On habite à la frontière de la Catalogne. Dans tous les pays transfrontaliers, on a des dizaines de milliers d'emplois de gens qui habitent la France, qui vont travailler en Suisse, qui habitent la France, qui vont travailler en Allemagne, qui habitent la France, qui vont travailler au Luxembourg, qui habitent la France, qui vont travailler en Belgique. Ça se compte en dizaines de milliers d'emplois. Pour ça, il faut parler le flamand en Belgique, l'allemand à côté de l'Allemagne, l'italien à côté de l'italien, etc. Bon, ici, on a 1300 personnes qui ont un emploi transfrontalier, c'est-à-dire plus de 10 fois moins qu'ailleurs. Il n'y a aucune raison. La seule raison, c'est qu'on ne parle pas suffisamment le catalan, on ne parle pas suffisamment l'espagnol, on ne fait pas d'échange, nos enfants dans les écoles n'ont pas un échange. Ils pourraient aller à toutes les vacances, passer 15 jours à Figueres et vice-versa. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que ce n'est pas organisé, parce qu'on ne met pas les moyens pour ça. Hein? Alors que les Alsaciens, eux, ils vont en Allemagne tous les 4 matins et ils apprennent tous l'allemand et ils savent tous parler français et allemand. Voilà. Donc il y a des choses simples comme ça qui peuvent permettre de développer l'emploi et de développer l'emploi rapidement. Je tiens le timing, c'est bon? L'égalité de traitement.
première page, vous verrez, à la ville de Perpignan, il faut arrêter l'opacité. Pourquoi on embauche un tel et pas un tel? Pourquoi c'est machin qui a un logement et pas un autre, etc. C'est le royaume du clientélisme. Tout est fait à la tête du client. Voilà, sans aucune transparence et sans aucune égalité de traitement. Donc pour que cela cesse, c'est très simple. Il faut éviter que ça soit la femme du maire qui soit à la tête de l'office HLM, son directeur de cabinet qui en soit directeur, le mari du directeur de cabinet qui en soit le chef de la régie de quartier. Vous voulez que je vous continue comme ça? On peut faire tout un état des lieux. Hein? Ça ne fonctionne que comme ça. Résultat, vous avez 4000 foyers qui attendent un logement HLM. Et dans les 4000, vous verrez, il y en aura un petit millier qui va trouver son compte au moment des élections, mais ils n'auront pas été choisis ni par priorité, ni par égalité de traitement, mais juste parce que peut-être derrière, ils ont un nombre de voix qui sera suffisant pour permettre à Jean-Marc Pujol d'éviter une catastrophe industrielle. Voilà. Eh bien, il faut que ça cesse. Comment est-ce que ça cesse? Ça cesse par plus de transparence. Par un jury de citoyens qui va observer l'attribution des logements, qui aura les dossiers, qui saura pourquoi un tel a un logement et pas un tel et un tel. Parce qu'il y a des raisons objectives pour passer devant les gens. Quand vous avez une situation, par exemple, de handicap, quand vous avez vieilli, quand vous avez tout d'un coup plus d'enfants à la maison, il y a des raisons objectives pour être prioritaire. Mais ces raisons, elles doivent être partagées, connues, et qu'on ne se cache pas derrière des mécanismes opaques où on ne sait pas pourquoi un tel et un tel ont tué. Ça se fait dans plein de villes en France. Je peux vous citer le cas de Rennes, mais je peux vous citer plein d'autres. Il n'y a qu'à Perpignan où on continue de faire ça à la tête du client, ça s'appelle du clientélisme. Voilà, alors rassurez-vous, je ne travaillerai pas avec mon mari à la mairie, ni avec mes enfants, ni avec ma cousine. Voilà, et si aujourd'hui en période de campagne vous croisez mon frère, c'est parce qu'il vient m'aider, mais après il va repartir dans sa vie, il n'a aucunement l'intention de s'installer à Perpignan ni de travailler pour moi. Voilà, donc il faut être clair. Aujourd'hui, les habitants, ils en ont assez des injustices. C'est valable pour l'attribution de logements, c'est valable pour les embauches à la mairie de Perpignan. Moi, je trouve que si j'étais députée aujourd'hui, j'aurais fait passer une loi à un mois des élections municipales. Ça devrait être interdit d'embaucher qui que ce soit dans une collectivité. Voilà, ni en emploi stable, ni en emploi de vacataire. Parce qu'il y a plein de jeunes là qui vont se faire embaucher dans les quartiers comme en 2014. Ça va durer 3 mois et dans 6 mois, hein, si Jean-Marc Pujol repasse, ils seront tous sur le carreau, ils ne comprendront pas pourquoi. Voilà, c'est dégueulasse. Moi, j'en ai rencontré plein comme ça après 2014, et que ce soit M. Alliot, M. Gros ou M. Pujol. C'est exactement les mêmes discours. Vous ne me verrez jamais assurer un gamin, un vieux, un jeune, n'importe qui, d'un emploi à la mairie de Perpignan. Voilà, on peut aider les gens à trouver de l'emploi. Ça, je l'ai déjà fait et je continuerai à le faire. Mais après, dire je te donnerai un emploi parce que tu vas voter pour moi, ça s'appelle du clientélisme. C'est tout. C'est dégueulasse. On embauche les gens parce qu'ils ont des compétences, parce qu'ils ont un parcours, parce qu'on a besoin de... Voilà. Après, on fait en sorte d'avoir une politique qui permette que les Perpignanais aient de l'emploi. Il n'y a pas de raison qu'on ait 23% de taux de chômage dans une ville aussi gâtée par la nature, par la géographie, qui a des atouts et qui a la possibilité d'accueillir des entreprises. Voilà. Mais il faut arrêter, il faut mettre fin à ce système clientéliste qui pourrit notre vie, qui pourrit les quartiers, qui pourrit la relation, vous parliez du vivre ensemble, parce que ça crée des conflits, ça crée ceux qui sont dans les bons papiers, la bonne personne, et au moment des élections, il y a tout le monde qui est en train de se demander ah là là, sur qui je vais parier, qui va gagner. Alors heureusement, cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué que d'habitude, hein, donc ça en inquiète un certain nombre, c'est bien. Mais voilà, il faut arrêter. C'est pas comme ça que doit fonctionner la démocratie en France. Et je termine par la participation citoyenne. La participation citoyenne, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée parce que je suis profondément intéressée par la démocratie. Alors moi, quand je suis arrivée et que j'ai commencé à faire de la politique à Perpignan, je me suis présentée à l'élection de 2008. À l'élection de 2008, il y a eu l'affaire de la chaussette.
Donc j'ai découvert qu'on pouvait tricher en politique, enfin j'ai fait tout un tas de découvertes malheureuses sur le fonctionnement de notre démocratie et plus particulièrement à Perpignan. Voilà. Depuis, j'ai été élue dans l'opposition et quand j'ai été dans l'opposition, je me suis rendu compte que finalement, en tant qu'élu d'opposition, on n'avait pas beaucoup de pouvoir et que c'était bien dommage. C'est pour ça que j'ai créé une association nationale qui s'occupe des élus d'opposition, quel que soit leur bord politique, mais pour les former et pour leur apprendre à faire leur travail d'opposants. Parce qu'une démocratie, on l'oublie un peu trop à Perpignan, mais c'est une majorité et c'est une opposition. C'est un pouvoir et c'est un contre-pouvoir. Depuis 2014, je ne suis plus élue dans la position et je n'ai plus aucun mandat d'élu, mais je suis citoyenne comme vous. Voilà. Et donc, depuis 2014, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen à Perpignan pour jouer son rôle de citoyen. C'est pour ça que j'ai créé l'association Perpignan Équilibre. Et avec l'association Perpignan Équilibre, on a essayé d'œuvrer pour défendre, pour être aux côtés des Perpignanais, pour jouer notre rôle de citoyen dans la société, c'est-à-dire donner notre avis quand on n'est pas d'accord sur un projet, l'exprimer, le défendre, être aux côtés des habitants au quotidien. Et je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on subit des pressions, on a des... Voilà. Et ça, c'est pas normal. Donc je vous le garantis, en tant que maire de Perpignan, je ferai en sorte que ce travail de citoyen qui fait le sel de notre démocratie, qui fait que notre démocratie fonctionne, qui fait que les gens peuvent vivre ensemble, il soit privilégié à Perpignan. Alors je vais vous donner quelques petits exemples. Il faut donner aux associations les moyens de fonctionner. Il faut qu'elles aient des lieux pour se réunir, que ces lieux ne soient pas attribués par la mairie à la tête du client comme tout le reste, mais qu'on puisse par exemple sur Internet réserver à partir du moment où on a une association, où on a pris la peine de s'enregistrer auprès de la préfecture, où on fait partie d'un conseil citoyen, qu'on puisse réserver des lieux, parce que les lieux, ils n'appartiennent pas au maire, hein, ils appartiennent à vous tous. Donc il n'y a pas de raison que des espaces municipaux qu'on a payés avec nos impôts, qu'on a contribué à créer, ne soient réservés qu'aux personnes qui sont dans les bons petits papiers. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, les associations, il faut qu'elles soient soutenues quand elles ont des projets, je vous l'ai dit. Donc ça veut dire qu'on leur donne des budgets, et des budgets qui fonctionnent sur 3 ans, le temps de mettre des projets, de réaliser des projets, hein, et que ces budgets, il faut qu'ils puissent aussi être décidés par l'ensemble des citoyens. C'est pour ça qu'on a décidé qu'on aurait ce que l'on appelle des budgets participatifs, c'est-à-dire si vous avez par exemple un projet de recréer un ensemble de commerce par exemple, hein, les citoyens, vous savez, ça se fait beaucoup de faire, c'est de l'économie sociale et solidaire, mais c'est vrai que dans les quartiers on manque souvent de lieux de vie, d'espaces de commerce, de proximité, etc. Bon, ça peut être un projet qui peut être alimenté par un budget citoyen de la ville. C'est-à-dire que la ville, dans les 120 millions de budget de fonctionnement de la ville, elle va décider, elle va dire, eh bien, on va offrir, entre guillemets, hein, on va proposer pour tel quartier 100 000 € de budget pour monter un projet de quartier. Donc comment ça se passe ? Les habitants se réunissent, on discute, certains voudront avoir un parvis d'école différent ou des jeux pour les enfants, d'autres vont vouloir une salle pour je ne sais pas quelle activité sportive, d'autres vont vouloir justement réhabiliter un commerce pour y mettre, j'en sais rien, une épicerie de quartier ou autre chose, un magasin de bijoux ou que sais-je, voilà. D'autres vont vouloir créer un espace vert à un endroit. Bref, les habitants vont identifier des projets ensemble à l'intérieur de leur conseil de quartier et à ce moment-là, ils vont voter pour choisir à quel projet ils vont affecter le budget qui a été alloué par la ville. Mais c'est pas la ville qui dit à la fin, oh ben non, finalement, les 100 000 €, vous avez décidé ça, mais moi ça me plaît pas, alors je vous les renlève. Non, on fait confiance aux citoyens
citoyens, ils savent ce qui est bon pour leur quartier et ils choisissent le projet qui leur convient pour leur quartier parce que finalement, vous êtes les mieux placés pour décider ce qui vous convient et ce qui vous va. Voilà. Donc budget citoyen, qu'est-ce que... Et puis les conseils municipaux. Décentraliser les conseils municipaux dans les quartiers. C'est-à-dire qu'une fois par trimestre, on aura un conseil municipal dans un quartier de la ville de façon à ce que les citoyens puissent venir voir comment ça se passe en conseil municipal et pas le contraire. Voilà. J'ai d'autres idées sur la participation citoyenne. Bon, peut-être ça reviendront dans le... Une question. Ouais. Si tu la mets en place, oui. Alors, à quelle fréquence sera-t-elle? Je veux dire, sur le quartier, il y a une spécifique pour la ville, il y a quelle fréquence? Les conseils, tu parles de quoi? Des... Participation citoyenne. Donc la participation citoyenne, il faut relancer le principe des conseils de quartier. Voilà, parce que ici le conseil citoyen, c'est sans doute le seul quartier où ça fonctionne bien. Voilà, dans les autres quartiers, ça ne fonctionne pas. Hein? Alors ici, ça fonctionne bien parce que vous avez un conseil de quartier avec des gens qui sont dynamiques et qui, voilà, même si il y a un certain nombre de personnes qui devaient être prévues au départ et qui finalement n'y sont pas, sont parties, etc. Donc il faut peut-être voir les modalités parce que je sais qu'il y a eu des gens qui ont été tirés au sort sur les listes électorales. Bon, voilà. Ou alors il y a des associations qui sont cooptées. Donc il faut vraiment que ces conseils citoyens, ils soient... Le principe du tirage au sort, il est bien pour une partie. Après les associations cooptées, pourquoi pas. Mais il faut que ça se fasse vraiment de façon indépendante de la municipalité. Donc ces lieux de conseil citoyen, il faut qu'ils soient facilités de façon à ce qu'ils puissent se réunir, etc. Et que dans ces conseils citoyens soit attribué un budget, c'est-à-dire chaque année, comme pour la ville, il y a un budget citoyen et on vote et le conseil citoyen, c'est à lui à se réunir une fois par mois minimum pour voir comment avance le projet, etc. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je te vois froncer des sourcils. Voilà. Quand on pose la question à certaines personnes, Ouais. ils disent non, c'est pas nous, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. On aurait dû mettre tous autour d'une table et participer en tant que citoyen à la mise en fait, à comment améliorer la vie sur la ville, sur le quartier. C'est ça qu'on veut faire. Donc, il y aura de toute façon, il y a un certain nombre de choses qui doivent être décidées par le conseil municipal. Donc, il n'y a pas la possibilité, pour des infrastructures ou des budgets qui sont de certains niveaux, ce budget citoyen, il ne peut fonctionner que pour des crédits et des budgets qui ne sont pas de taille trop importante. Par exemple, si on doit refaire l'école du Ruy, comme on l'a prévu, remettre aux normes qualité environnementale, etc., refaire des infrastructures routières, tout ça, ça doit être décidé en conseil municipal. Donc là, on est dans le cadre d'une concertation normale, c'est-à-dire on réunit largement le quartier, voilà. Ce qu'il faut, c'est que les habitants aient les moyens d'être consultés et de se prononcer pour les projets qui vont se décider sur leur quartier. Pour ça aussi, on veut changer la relation avec les élus. Parce qu'ici, vous avez normalement un maire de quartier. Voilà, moi, pour avoir fait le tour dans les quartiers, il y en a certains qui ne connaissent pas leur maire de quartier. Pour obtenir un rendez-vous avec un élu, il faut aller à la mairie de quartier, prendre rendez-vous, demander rendez-vous, etc. Nous, ce que l'on veut, par exemple, c'est avoir des jours de permanence. Il faut que les élus ils soient accessibles directement, qu'il n'y ait pas besoin de passer par une demande de rendez-vous. Il faut que toutes les semaines, il y ait un élu, une fois à la sécurité, une fois aux écoles, une fois voilà, ça évitera aussi le côté c'est pas moi, c'est l'autre, etc., etc. Voilà. Il faut que les élus aient à rendre des comptes un peu plus aux citoyens. Les conseils municipaux décentralisés, l'objectif c'est à la fois de venir présenter devant les quartiers le conseil municipal, mais c'est aussi d'avoir la possibilité pour les habitants de poser des questions avec en fin de conseil un moment d'échange et de partage. Voilà, il faut redensifier cette démocratie et cette participation. Voilà, mais après ça doit être quand même un petit peu institutionnalisé si on veut pouvoir prendre des décisions et les acter. C'est-à-dire que sur un budget par exemple de 100 000 €, il faut que ça se fasse dans un espace qui a été un espace
institutionnalisé. C'est-à-dire qu'il faut que ce conseil de quartier, par exemple, qu'il y ait des parents d'élèves qui soient présents dedans, qu'il y ait l'ensemble des institutions qui comptent sur le quartier et des associations de quartier. Ok? D'autres questions? Puisqu'on a nos questions. Alors, il y avait la question de l'hôpital, quand même, à laquelle je n'ai pas répondu. Hein, donc, l'hôpital, c'est une infrastructure qui est essentielle à la vie des Perpignanais, mais plus largement des habitants des Pyrénées-Orientales. Le maire de Perpignan est le président du conseil de surveillance de l'hôpital. Donc, à ce titre, il devrait avoir un rôle de dynamiseur de l'hôpital, dans le sens où notre hôpital est extrêmement important, il fait travailler 3000 personnes, il y a 80 000 personnes qui passent aux urgences chaque année. L'hôpital, c'est un catastrophe. Voilà. Et aujourd'hui, il subit tout un tas de difficultés parce que effectivement les moyens de l'État se sont réduits, qu'on a moins de médecins installés, qu'on a un manque de spécialistes et qu'on a un manque de structures de santé adaptées. Donc vous verrez dans notre programme, on a dans notre équipe beaucoup de médecins. Il n'y en a pas là, il n'y a que des stagiaires. Alors, il n'y a que des stagiaires. À chaque fois que je ramène mes enfants, il n'y a que des stagiaires. Donc voilà, dans notre équipe, on a beaucoup de médecins parce qu'on est conscient des problèmes liés à l'absence de médecins, à la difficulté à l'hôpital d'accéder aux bons services, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour éviter, en fait, il faut que les Perpignanais n'aient pas à arriver jusqu'à l'hôpital, ou qu'ils arrivent à l'hôpital que vraiment s'il y a une nécessité objective d'hospitalisation. Donc on a dans notre projet le projet de créer des maisons de santé pluridisciplinaires, c'est-à-dire que soit ici vous pouvez aller chez votre médecin référent, sauf que bien souvent les médecins référents, par exemple, si on a un enfant malade le soir ou alors voilà, le week-end, et je ne sais pas pourquoi les enfants tombent toujours malades le week-end. Et c'est une loi comme ça immuable. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On arrive aux urgences de l'hôpital parce qu'on n'a pas pu avoir SOS médecin, etc. Donc on va créer dans la ville des maisons de santé pluridisciplinaires de façon à éviter que tout le monde arrive à l'hôpital. Après, à l'hôpital, il y a un problème d'accueil des urgences. C'est-à-dire qu'il y a un accueil des urgences qui a été extrêmement mal conçu et qui doit être refait. Donc pareil, c'est une question de budget et c'est là où le maire d'une ville a un rôle parce qu'il faut qu'il remue un peu tout le monde pour que les choses soient faites en temps et en heure. Il y a un problème de parking. Le parking, ça va, mais quand tu arrives à l'hôpital et avec un enfant, il n'y a que des stagiaires. Là, c'est pas normal parce que les stagiaires, j'étais moi dans les autres villes, ils sont accompagnés avec un pédiatre. Mais là, mon fils, encore, il souffre parce que j'ai trouvé un stagiaire. Effectivement, il a Manu sur des notices mal soignées. Voilà pourquoi, parce qu'il n'y avait pas un pédiatre. Il y a un problème d'accueil d'urgence pédiatrique notamment. Voilà, donc tout ça, ça demande une réorganisation de la ville en amont, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire qu'avec votre fils, d'une certaine manière, mais avec votre fils, d'une certaine manière, il ne faudrait pas que vous arriviez jusqu'à l'urgence des hôpitaux parce qu'il faudrait des maisons de santé qui vous permettent d'être pris en charge dans des conditions avec des médecins qui soient présents à ce moment-là et qui évitent d'arriver jusqu'à l'hôpital où on n'arriverait à l'hôpital que dans les cas les plus graves. Voilà. Hein, mais pour ça, il faut créer ces lieux, ces espaces de maisons de santé. Il devait y en avoir une qui se crée en centre-ville. La ville a perdu énormément de temps. Donc voilà, aujourd'hui ça devient une urgence pour éviter justement les problèmes que vous soulevez et qui sont liés à l'hôpital. Oui ? Il existe la maison médicale, mais déjà elle est mal connue. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas parce qu'ils ne savent pas qu'elle existe. Donc il y a, oui, le soir ou le week-end, effectivement, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'elle existe. Voilà, donc il y a un problème de communication, c'est-à-dire que il faut réorganiser le système. C'est pas forcément qu'il n'y a pas ce qu'il faut dans certains cas, mais il y a un problème de communication. Je suis persuadée qu'on fait une étude à Perpignan pour savoir combien de gens connaissent la maison médicale. Il n'y a pas un Perpignanais sur deux qui la connaît. Moi je ne la connaissais pas avant de me lancer dans la campagne. Hein. Je l'ai découverte tardivement. Même par un Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors en fait, si demain tu es élu,
tu mets en place les maisons médicales, de santé, elles soient à quelle fréquence, je veux dire, dans tous les quartiers ou bien entre deux quartiers? Donc aujourd'hui, il y a le manque le plus important à venir, c'est le centre-ville. Hein, parce qu'aujourd'hui, depuis 6 ans, il n'y a pas eu un seul médecin qui s'est fixé en centre-ville, et dans les 5 ans qui viennent, il y a un tiers des médecins qui va prendre sa retraite. Donc en centre-ville, il y a vraiment une urgence. Le Vernet n'est pas un quartier qui est pour l'instant démédicalisé. Le problème, c'est plutôt en période le soir ou la garde. Donc par exemple, cette maison médicale, elle n'est pas connue. Donc elle n'est pas connue, donc les gens n'y vont pas et vont aux urgences. Après, au niveau des urgences, il y a un vrai problème d'organisation de l'accueil des urgences, qui fait que, en gros, les gens sont, entre guillemets, les dossiers sont mal orientés et il y a une espèce de panique au niveau de l'accueil des urgences. Après, le deuxième quartier où il va y avoir un manque de médecins, c'est le Moulin à Vent. Voilà, donc centre-ville, Moulin à Vent, le Vernet, n'est pas démédicalisé au niveau du nombre de médecins, c'est plutôt que le service des urgences de l'hôpital, la maison médicalisée n'est pas connue, et le service des urgences de l'hôpital, du coup, est embolisé par tous les gens qui y vont, qui viennent du Vernet, et d'ailleurs à Perpignan, où il y a vraiment un manque de médecins. Voilà. Donc c'est plus une question de réorganisation au niveau des problématiques de santé au Vernet. C'est plus une question de réorganisation qu'un manque réel de médecins. Voilà. Et puis après, il y a certains médecins qui ne veulent pas prendre en charge les personnes qui sont à la CMU. Ça, c'est un autre problème, ou certains dentistes. Donc là, c'est là où la médecine de santé, le rôle de la ville, peut être important en aidant dans la mise en place de secrétariats communs, etc. Voilà, pour aider les médecins à prendre en charge certaines catégories de population. Et nous avons un gros projet au niveau de la santé avec le docteur Muriel Bénichou pour aussi mettre en place un système de médecine scolaire. Voilà, ça existe dans d'autres villes. Vous savez, quand on était enfant, on se faisait souvent vacciner à l'école, etc. parce qu'il y avait un véritable service de médecine scolaire. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les médecins scolaires, ils sont de plus en plus rares, mais ça pourrait être mis en place par la ville. Voilà, donc on mettrait ça en place de façon à initier aussi les jeunes aux premiers secours, les sensibiliser à un certain nombre de problématiques liées à l'alimentation, etc. Les enfants, quand ils sont jeunes, ils ont plein de choses qu'ils peuvent assimiler et comprendre, voilà, pour après aborder l'adolescence et l'âge adulte dans de meilleures conditions. On a aussi un projet d'hôpital hors les murs, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'actions de dépistage qui peuvent se faire à l'extérieur de l'hôpital. Dépistage, aujourd'hui ça se fait pour le diabète, l'hépatite, un certain nombre de maladies, mais qui peuvent se faire différemment, même pour des problèmes dentaires, de vue, etc., avec des systèmes de camions médicaux qui vont dans les quartiers. Donc c'est pareil parce qu'il y a 40% de la population de Perpignan qui ne fait pas certains types de soins ou d'analyses parce qu'ils n'y vont pas, ils n'y pensent pas, etc. Et donc on revient au problème des urgences. Après, ils arrivent en situation de crise à l'hôpital, alors que finalement, s'ils avaient été détectés plus tôt, notamment sur les problématiques de diabète, ça aurait évité une détérioration de leur état de santé. Donc, on est une des seules équipes qui avait, dans notre programme, on verrait un gros programme sur la santé, parce que la santé, c'est le bien le plus précieux. Par contre, j'ai une question à poser sur les quartiers. On a les quartiers en général. Vous avez vu, on a une structure, on a un agro-espace, là, 2 agro-espaces. Et nous avons un stade. Les filles, en fait, il n'y a rien pour les filles. Les garçons, il y a tout ce qu'il faut, mais par contre, il n'y a rien pour les filles. Il y a aussi une autre chose, la tranche d'âge 15-20 ans, il n'y a rien pour eux non plus. À part une association, il n'y a rien pour eux en général. Ouais. À l'époque, vous avez le CLJ. Donc, ces jeunes-là, comment dire, ils sont un petit peu difficiles. Il y a l'accès au centre social, s'ils y vont une fois, 2 fois. Ils sont virés. Donc, ils sont 2 fois, à partir de 16 ans, non, mais même avant, en fait, dès que s'ils font 1 fois, 2 fois, les petits, ils sont virés. Ils se retrouvent face à la rue. Donc, en fait, ils voudraient une chose pour ces enfants-là, pour les filles, pour les jeunes. Alors, pour les femmes, si vous étiez venus m'écouter à mon meeting le 13 février, voilà, j'ai expliqué que, en tant que femme, maire d'une ville, vraiment, je rééquilibrerai en faveur des femmes. Parce que c'est vrai que les associations sportives masculines sont très soutenues, mais féminines, déjà, on reçoit, je sais pas moi, 1/10 peut-être des budgets qui sont attribués aux associations pour les hommes.
je ne vais pas tout leur enlever, mais l'objectif c'est de rééquilibrer, de soutenir un peu tout ce qui est sport féminin, et puis dans toute sa variété, c'est-à-dire que voilà, les filles ont le droit de faire tout un ensemble de sports. Donc c'est ce que je vous disais aussi quand je vous disais il y en a qui doivent traverser la ville pour faire du judo, de la danse ou autre. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'infrastructures sportives qui sont absentes ou qui ne sont pas ouvertes au public féminin. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, on parlait des adolescents. Il y a un manque criant d'infrastructures pour permettre aux jeunes de faire autre chose que de traîner, pour faire de la musique, pour jouer, pour se réunir, enfin voilà. Donc effectivement, il ne faut pas s'étonner que les jeunes traînent dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour se réunir et pour faire différemment. Voilà. Mais donc ça c'est dans le programme, c'est sur le rééquilibrage des infrastructures sur tous les quartiers. Voilà. Monsieur ? Moi j'ai une question concernant les centres sociaux. Est-ce que vous avez déjà fait une cauchemar de ce qui s'est passé, ce qui se passe, et quels sont vos projets pour le futur dans les centres sociaux? Alors les centres sociaux à Perpignan, ça fait... moi je fais de la politique depuis 12 ans, ça fait 12 ans que je les vois tous s'effondrer petit à petit. La CAF aurait dû enlever les agréments depuis bien longtemps à la ville de Perpignan. Elle ne le fait pas pour des raisons, voilà, c'est-à-dire que sinon c'est les habitants qui en pâtiraient, enfin, mais c'est un cercle vicieux du coup, parce que quelque part, la ville ne fait pas ce qu'elle devrait faire et n'a pas la politique en termes de moyens à destination des centres sociaux qu'elle devrait. Du coup, enfin bon, voilà, donc c'est une catastrophe. Alors j'ai dans mon équipe Atem Taleb que vous connaissez peut-être, qui a été délégué à la politique de la ville, de la préfecture. On a fait ensemble le même diagnostic et le même constat, c'est qu'il y a un manque de moyens, que ce soit... Alors, dans certains cas, le paradoxe, c'est par exemple le centre Saint-Martin qui a été ouvert magnifique en 2010, qui aujourd'hui est fermé. Alors même que voilà, la personne qui s'occupe aujourd'hui du centre social dont dépend Saint-Martin a des locaux exigus, enfin tout petit, il est obligé de recevoir les familles dans des bureaux qui tiennent sur 5 mètres carrés, enfin c'est une aberration totale. Même ici c'est petit. Hein. Voilà, tout à fait, oui, mais je sais pour les avoir visités, ils sont tous petits. Donc il y a un problème d'infrastructure, hein, déjà, d'avoir des centres sociaux, voilà, où on puisse recevoir, faire des activités. Il y a un problème de rivalité entre les structures municipales, les mairies de quartier et les centres sociaux, dans certains cas, avec des activités qui ne sont pas coordonnées. Il y a un problème de moyens, c'est-à-dire qu'un centre social, ça veut dire un certain nombre de personnes en capacité de prendre en charge une politique. Les centres sociaux, ils ne sont pas forcément municipaux, ils peuvent être aussi associatifs dans certains cas. Donc il y a une réflexion à mener sur les 9 centres sociaux qu'est censé avoir notre ville pour identifier dans chaque cas et faire un diagnostic. Il y a quand même dans plein de villes de France des centres sociaux qui fonctionnent bien, qui développent une politique dynamique. Voilà, qui permet justement d'avoir une politique sociale et une politique de la ville digne de ce nom. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À Perpignan, c'est une catastrophe. J'avais du reste invité Monsieur le maire à mon débat du 23 de venir visiter, puisqu'il m'a donné le centre du Bas-Vernet en exemple, de venir le visiter avec lui, puisqu'il semblait si fier des locaux qu'il avait ici au Bas-Vernet. Et donc je lui ai dit, venez avec moi, venez visiter, on va voir ensemble. Bon, il n'a pas répondu à mon invitation, je le regrette parce que j'aurais bien aimé faire le tour du quartier ici avec lui pour qu'il voit ce dont il semble si fier. Moi, je trouve que les locaux sont indignes d'une véritable politique de la ville dans les quartiers. Alors j'ai une question, mais je change complètement de sujet. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure après M. Pujol, Perpignan ville sale. Moi, je constate que Perpignan, c'est vrai, c'est une ville sale. Entre les déjections câlines, les jets de poubelles sauvages, j'aimerais savoir ce que vous comptez faire. Alors, on a des mesures très concrètes déjà. Par exemple, installer 15 sanisettes publiques, automatiques, accessibles aux handicapés en ville. Parce qu'il n'y a pas de toilettes publiques à Perpignan. Hein, il y en a, vous allez à Canet, sur le front de mer, vous avez des... Voilà. Je vous coupe, excusez-moi. Donc, hier, Il y en j'ai a une à aperçu Torcatis. à Mayol
Mais un monsieur essayait d'ouvrir, elle était fermée. Donc je ne sais pas si elles sont mises à disposition ou. Il y en a deux à Torcatis. Il y en a à Torcatis, voilà. Une fois qu'elles sont en panne, on ne sait pas qui a fait. C'est des nids à bactéries. Alors, à Canet, très franchement, moi je les fréquente, ça m'arrive parce que je vais faire de la course à pied, voilà, et c'est automatisé, c'est-à-dire que tout, après chaque passage, elles sont lavées intégralement, c'est un système automatique, et en plus, il y a une entreprise de maintenance qui passe régulièrement et qui les lave. Vous êtes sûr que vous pouvez, il n'y a personne qui s'y trouvera dedans quand vous y rentrez. Voilà, donc ça c'est une garantie, c'est-à-dire au niveau sécurité, ce sont des toilettes qui sont entièrement fermées. Elles sont aseptisées toutes les 10 minutes. Très franchement, c'est gratuit, ça fonctionne très bien. Vous avez même la petite musique en même temps, enfin c'est impeccable, hein. Il n'y a aucun problème. Donc ça existe partout en France, il n'y a pas de raison à Perpignan qu'on n'en ait pas. Voilà, et après il suffit d'un système de maintenance avec ou que les employés municipaux passent régulièrement pour voir s'ils sont en état de marche, etc. Donc ça c'est le b.a.-ba de la propreté. On ne peut pas traverser la ville, si on veut aller aux toilettes, il faut aller dans un café, se payer un café, vous avez... Enfin bref, c'est insupportable. Ensuite, il y a un problème lié aux déchets. Ici, vous avez des poubelles enterrées à côté des écoles du Ruy. Tout le temps, il y a des déchets qui sont posés à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'organisation. Les poubelles sont pleines, les habitants. On va parler du même problème à Torcatis. Avenue Torcatis, ils ont supprimé toutes les poubelles. Du jour au lendemain, plus personne n'avait de containers. Il fallait les porter aux poubelles enterrées. Les poubelles enterrées, quand elles étaient pleines, les gens mettaient à côté. Ils se sont pris des amendes en mettant les trucs à côté. Enfin, ça devient du grand n'importe quoi. Donc il y a un problème d'organisation de la gestion des déchets. Sur les déjections canines, je suis désolée, mais il faut verbaliser. Hein. Là, pour le coup, c'est aux gens à être éduqués à ramasser les crottes de leurs chiens. Il y a de plus en plus de gens qui le font, mais moi, j'ai jamais vu personne se faire verbaliser. Vous avez des villes où quand vous n'avez pas le sac à crottes du chien sur vous, vous êtes verbalisé. Ben, il faut être radical. Voilà, donc c'est un peu comme quand je parlais de la sécurité. La propreté, c'est de l'éducation et c'est de la prévention. Et après, s'il n'y a pas, il faut la sanction. Mais aujourd'hui à Perpignan, en termes d'organisation de la gestion des déchets, les poubelles enterrées sont le bon exemple qu'il y a un dysfonctionnement. Pourquoi il y a des quartiers où il y a 2 collectes de déchets verts par semaine, et il y a des quartiers où il n'y en a qu'un, il y a des quartiers où on ne trie pas. Enfin, c'est tout. Ce que je disais à la tête du client, c'est partout pareil à Perpignan. Après, il y a des problèmes, par exemple, avec les containers de linge. Tous les habitants qui habitent autour des containers de linge m'ont dit c'est une catastrophe, il y a des gens qui vont fouiller à l'intérieur des containers, alors que normalement on n'est pas censé. Bon, ben, il faut entendre ce que disent les gens. Si ces containers, ça pose problème, ben, il faut arrêter les containers à linge, il faut les mettre dans les déchetteries, il faut trouver d'autres moyens. Il y a aussi des projets, je vous disais, en économie sociale et solidaire, concernant le linge, il y a beaucoup de projets qui peuvent tourner autour de la récupération de linge de façon à avoir des... Bon, ça peut permettre de créer des emplois, mais c'est vrai aussi sur la récupération de l'électroménager. Il y a des recycleries, ça fonctionne partout en France. Pourquoi on ne pourrait pas faire des lieux comme ça à Perpignan? Donc il y a plein de choses liées à la propreté aux déchets qui peuvent être faites pour arranger les choses dans notre ville. Moi j'ai une question sur les salles qu'il y a là. Oui. Parce qu'apparemment, moi ça fait pas longtemps que je suis là, ce que j'attendais dire, j'ai pas eu la personne qui tient les salles. Mais par contre, les salles, on ne peut pas la voir. Par exemple, là, derrière, elle est là pour les gens pour faire un repas, mais pourquoi pas pour faire un anniversaire, par exemple, pour les enfants. C'est ce que je vous disais. Voilà. Il y a un problème de transparence, d'accessibilité des infrastructures, de gestion de ces infrastructures. C'est certain et pas d'autres. Voilà. On ne sait pas comment il faut faire. Il faut que tout ça, on pourrait tout mettre sur Internet avec des codes d'accès. Une fois qu'on a déposé une demande, il y aurait des moyens très très simples pour gérer ces choses-là. Et aujourd'hui, tout est fait à la tête du client en fonction de qui vous êtes, si vous connaissez la bonne personne ou si vous ne la connaissez pas. Voilà. Bonjour. Moi, j'aimerais revenir sur les cantines. Oui. C'est vrai que c'est très compliqué parce que les parents ne travaillent pas, même les gouvernements ne travaillent pas, ça sur son temps. Et ce qui est discriminatoire aussi, c'est qu'on est fort avec souci un handicap quelconque, c'est encore plus compliqué. Parce que chaque enfant a besoin d'être accompagné. Les BPS.
péage ne suit pas toujours, il y a toujours un minable, et des fois ça se termine par quand on parle à la mairie, ils disent c'est pas nous, c'est la cantine, c'est un péage dit c'est pas nous, c'est la cantine, c'est la cantine, la cantine, ça fait partie de la mairie. Donc, la cantine, c'est du périscolaire. Le périscolaire, c'est la mairie. Donc la mairie, quand elle dit c'est pas nous, c'est l'académie, elle raconte n'importe quoi. Voilà. Donc la mairie, elle est normalement, tous les parents peuvent être accueillis à la cantine. Tous les enfants doivent être accueillis à la cantine. Et le fait de ne pas accueillir les enfants des parents qui sont sans activité professionnelle, c'est illégal, c'est discriminatoire. La ville de Perpignan est dans l'inégalité quand elle fait ça depuis des années. C'est-à-dire que ce n'est pas normal. L'égalité républicaine d'accès à la cantine, c'est un droit, c'est pas en fonction du boulot. La mini-protiste. Oui, j'allais attaquer le deuxième volet. Après, il y a la problématique de l'inclusion des personnes, des enfants dans l'école. Donc ça relève du handicap de façon un peu plus large et du manque de moyens que la mairie veut mettre en place pour accueillir tous les enfants dans l'école. C'est vrai pour la scolarité, comme pour la cantine, etc. Donc, parce qu'en ce moment, quand on parle de personnes qui travaillent dans le périscolaire, il y a un animateur pour des enfants. Mais parce que la mairie fait des économies sur le dos des enfants. Mais je vais vous donner un autre exemple. L'école Torcatis a une classe Ulysse. Jusqu'à maintenant, l'ATSEM, c'était des ATSEM qui étaient associés aux enseignants pour prendre en charge les enfants dans les classes Ulysse. Voilà. Aujourd'hui, la mairie, pour faire des économies, parce qu'elle n'était pas obligée, hein, mais sauf que ça fonctionnait mieux. Ça permettait aux enseignants d'avoir le même ATSEM chaque année, d'avoir un travail de véritable collaboration, de pouvoir avoir une qualité de prise en charge de ces enfants qui sont en classe Ulysse et qui ont besoin de plus d'attention que les autres, supérieure. Bon, mais la mairie a déchargé les ATSEM de ce rôle, ils sont redevenus ATSEM, ils ont été basculés dans le quota des ATSEM, pour faire appel aux ABS de l'éducation nationale. ABS de l'éducation nationale, ça veut dire quelqu'un qui a un contrat précaire, qui commence au 1er septembre et qui s'arrête à la fin de l'année, qui va changer chaque année, ça veut dire que l'enseignant n'a pas de collaboration, et l'enfant qui est là pour 4 ou 5 ans, lui va changer d'interlocuteur chaque année. Tout ça, c'est fait pour réduire les budgets de la municipalité. Voilà, c'est une question de choix d'affectation de dépenses. Mais l'ABS, si la DPH ne notifie pas qu'elle doit être présente pendant le temps de cantine, elle n'est pas obligée de rester. Tout à fait, en plus. Donc, voilà, donc c'est des économies. Eux, ils considèrent qu'ils gèrent bien le budget. Moi, je considère que tout ce qui concerne les enfants, la formation, l'éducation, c'est pas des dépenses, c'est des investissements. C'est-à-dire que l'argent qu'on ne met pas à ce moment-là dans la formation et dans l'accompagnement de nos enfants, de toute façon, ça coûtera cher à la collectivité un jour ou l'autre, parce que ce sont des enfants qui sont moins bien encadrés, qui vont avoir plus de difficultés pour tout un tas de choses, alors que l'inclusion scolaire, c'est un atout pour permettre aux enfants de s'épanouir et de se développer, qu'ils soient avec 2 parents qui travaillent, un seul, qu'ils aient une difficulté quelconque, peu importe, c'est un atout. Voilà. Et donc, cet argent-là, il faut le mettre au bénéfice des familles et des enfants. Moi, j'ai des questions pour les cantines, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a en place 2 repas, un repas normal et un repas dit végétarien. On impose aux enfants de manger des légumes. Et le tarif est le même. C'est ça, surtout. Alors en fait, on impose à nos enfants de manger que des légumes. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Les enfants, ils mangent que des légumes. Non, ce ne sont pas des légumes. C'est des légumes. Ça ira, tout le monde va devenir végétarien bientôt. On n'a plus le droit de manger un steak. Alors vous verrez dans notre projet déjà, on revient sur ce choix qui se fait trimestriellement. Donc il y a un choix jour par jour, oui, mais c'est surtout, il y a une réflexion à mener sur la qualité dans les cantines. Aujourd'hui, concrètement, bien souvent, on fait manger de la merde à nos enfants. Hein. C'est vraiment, c'est dégueulasse. Moi, j'y mangerai pas tous les jours. Hein.
Voilà, on a une agriculture autour de nous qui est formidable. On a la possibilité de créer des emplois en ayant des cantines municipales de proximité. Et aujourd'hui, on confie ça à des structures énormes qui font de la bouffe industrielle. Alors on sait que c'est une catastrophe pour notre santé future. Voilà, et avec, bon, donc tout ça, c'est quelque chose qui doit être revu parce qu'il faut travailler avec les agriculteurs que l'on a dans notre département, il faut travailler sur la qualité, il faut travailler aussi sur le gaspillage alimentaire parce que derrière, on jette des quantités astronomiques de déchets. Voilà, donc il y a tout un travail à repenser, mais pour repenser ce travail, il faut faire du cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut travailler école par école. C'est sûr que si on veut nourrir à la fois tous les enfants de Perpignan, école publique, école privée, dans des trucs tout préparés des jours et des jours avant, forcément c'est de l'industriel et c'est de la mauvaise qualité. On impose un repas aux enfants. Mais en fait, le pire, c'est que c'est des images. J'ai ma fille qui est à la cantine. Les autres, ils ont eu la nuit, on dort. Et nous, on a Vous voyez, il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses à changer avec les habitants, avec les familles, avec les parents, mais avec aussi beaucoup de bon sens. Voilà, parce que c'est un peu le bon sens qu'on a perdu. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose. Oui. Toujours par rapport aux enfants handicapés ou aux personnes, aux mamans, justement, avec le conseil. Moi, je trouve personnellement, j'ai gardé longtemps, j'ai mis ma fille longtemps dans la crèche, dans des trottoirs, où en fait, je sais aussi aider avec un frère ou avec une tête, ça c'est super pour quelqu'un qui est en deuil. Alors on a dans notre équipe un monsieur formidable qui s'appelle Raphaël Capitelli, qui est en fauteuil roulant électrique. Et on a fait, je pense que la vidéo devrait sortir bientôt, on a fait des petits tests avec lui parce qu'il a voulu nous montrer ce que c'était. On n'a pas conscience avec un fauteuil électrique. Alors je ne sais pas si vous voyez le Super U qui est en face des Galeries Lafayette au centre-ville de Perpignan. Il y a un revêtement de trottoir qui a été refait il n'y a pas très très longtemps. Et aujourd'hui, comme ça, une espèce de revêtement comme ça se fait maintenant, c'est des particules comme ça, ils se désagrègent. Et alors, il y a beaucoup d'arrêts de bus en plus, il y a beaucoup de passages à cet endroit-là. Et il y a des espèces de rainures un peu partout. Pour lui, c'est un calvaire de se promener dessus en fauteuil roulant électrique. Il se prend les chocs en permanence dans la colonne vertébrale et dans la tête. Voilà. Il y a des choses comme ça qui sont absolument pas pensées, ni pour les personnes en fauteuil, ni pour les personnes âgées, en poussette, l'accessibilité. Voilà, on parlait emploi tout à l'heure. Il y a plein d'entreprises du département qui pourraient travailler à refaire des revêtements de bonne qualité et puis qui soient lisses et qui soient pensés pour tous les publics et pas uniquement pour les personnes valides. Voilà, parce que tous un jour on peut devenir moins mobile. C'est une honte. Je suis d'accord. Je suis d'accord, et c'est vrai que la ville de Perpignan ne tient absolument pas. Enfin, hier Jean-Marc Pujol disait que, parce qu'on avait un débat sur la santé, que la ville de Perpignan était exemplaire en matière de handicap. Je ne sais pas comment il a pas honte de dire des choses pareilles. Voilà. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à lui faire découvrir dans sa propre ville parce qu'il a l'air de ne pas connaître. Moi, par contre, j'ai une dernière question. Voilà, dernière question sans clap. Par rapport à, en fait, nous, sur l'école du riz, on a mis en place, tu vois, une place découverte. Ouais. Vu que son enfant est handicapé, mais en fait, le réel. Oui. Discrimination, tu vois. Des discriminations comme ça, c'est insupportable. Moi qui suis maman, je me dis que si un de mes enfants était privé comme ça de sortie scolaire, ça me rendrait folle furieuse. Voilà. Donc je comprends votre désarroi. C'est insupportable. Et des injustices
comme ça dans cette ville, on en rencontre tous les jours. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que ça change. C'est pour ça qu'il faut que ça change et qu'il faut être une équipe à l'écoute, voilà, qui soit en contact avec les habitants. Moi, c'est pour ça que je suis très très fière de l'équipe qui m'accompagne, parce que c'est une équipe qui est ancrée dans la ville. Lydia, qui est présente et que vous avez pu voir plusieurs fois accompagner les mamans, voilà, c'est pas à la campagne qu'elle a décidé de venir s'intéresser aux écoles. Voilà, c'est une militante de longue date qui voilà, s'intéresse aux écoles et à la formation de nos enfants. Voilà. Et des gens comme ça dans mon équipe, j'en ai beaucoup. C'est pour ça que je suis très très fière de l'équipe qui m'accompagne, parce qu'il est temps que ça change et que les habitants soient écoutés et qu'on fasse une ville qui travaille pour les Perpignanais et pas en dehors des Perpignanais. Donc je vous laisse, madame, conclure en 10 minutes. En 10 minutes? Oh là là! Mais j'ai pas 10 minutes de plus, j'ai pas besoin de 10 minutes de plus pour conclure. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous dire la chose suivante. Déjà, vous remercier encore pour cet échange, parce que je passe toujours un très très bon moment ici, chaque fois que je viens échanger avec vous. Ça a été le cas aussi au Conseil citoyen, mais aussi... c'était quoi, le couscous voilà, et aussi avec les mamans de l'école, etc. Ce sont toujours des moments très agréables d'échange et de partage. J'ai toujours plaisir à retrouver des amis de longue date. Voilà, donc c'est un quartier très agréable et je dirais que j'ai hâte d'être maire de Perpignan pour faire des choses. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 12 ans moi que je milite pour le mieux-être des habitants de Perpignan. Voilà. J'ai essayé d'accompagner, d'empêcher, d'aider, de favoriser pour beaucoup de choses et j'ai toujours été à l'écoute des habitants et ceux qui ont voulu prendre contact avec moi, je leur ai toujours répondu. Mais aujourd'hui, ça ne me suffit pas. Voilà. J'ai envie de faire plus pour cette ville, j'ai envie de faire plus pour les quartiers. Et ce qui me paraît important maintenant, c'est de construire différemment avec les habitants. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai toujours été convaincue qu'il y avait des énergies formidables à Perpignan. C'est-à-dire que toutes les rencontres que j'ai pu faire, j'ai toujours vu que les habitants ont plein d'envie, ont plein de projets, ont plein de créativité dans leur tête. Et ce que je trouve le plus triste finalement à Perpignan, c'est qu'on ne laisse pas ces énergies s'exprimer. Parce qu'on fait peser une chape de plomb, de menaces, parce qu'on empêche les associations de faire ce qu'elles voudraient faire, parce qu'on empêche les habitants d'aller jusqu'au bout de leurs rêves et de leurs projets, alors qu'ils sont intéressants, ils sont porteurs de dynamique, d'emploi, de bien vivre ensemble. Et Dieu sait qu'on a une ville qui est belle et qui doit permettre de faire de belles choses. Voilà, donc moi j'étais ravie de venir échanger avec vous. Nous on a une équipe plein de compétences, plein de dynamique qui est prête à se mettre à votre service pour vous aider, vous, à réaliser vos projets et vos envies. Donc ne vous trompez pas, le 15 mars ça va être très important que vous vous mobilisiez pour ces élections. Voilà, il y a un tournant qui se fait aujourd'hui à Perpignan et ce tournant, il se fera avant tout grâce à vous. Voilà. Nous, on est là, on est sur le terrain, on répond, on fait campagne, on participe, on a monté une liste qui est complètement indépendante des partis politiques. C'est la seule liste qui n'aura pas à suivre les consignes des uns et des autres. Nous, on est là au premier et au deuxième tour. On est là pour vous accompagner jusqu'au bout parce que ce que l'on veut faire, on l'a dit depuis le début, c'est rendre Perpignan perpignanais. On veut que ce soit les Perpignanais qui fassent la ville dont ils ont envie, qui fassent la ville telle qu'ils ont envie de la vivre, qui montent les projets dont eux, ils ont besoin. Voilà, on n'est pas là pour prendre les instructions d'ailleurs, de Paris, des partis politiques, qui ne connaissent pas Perpignan. On est là pour faire avec les Perpignanais ce dont eux, ils ont besoin au quotidien. Et croyez que c'est notre objectif, donc aidez-nous à le mettre en œuvre à partir du mois d'avril. Voilà, merci beaucoup.